Durant toute notre vie, nous sommes amenés, à un moment donné, à prendre des décisions qui sont importantes, des décisions qui sont à fort enjeu émotionnel, qui sont complexes, c'est-à-dire où il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte. Ça peut être par exemple, est-ce que je dois quitter mon emploi? Si oui, travailler pour quelle entreprise? Est-ce que je dois me mettre à mon compte, monter mon business? Est-ce que je dois devenir un entrepreneur? Si je suis dirigeant d'entreprise, quelle est la stratégie que je dois adopter? Quel est le nouveau produit que je dois mettre sur le marché? De quelle manière je vais l'annoncer? Ou par exemple, dans le cadre d'un déménagement, est-ce que je dois acheter un appartement? À quel endroit? Est-ce que je dois faire construire une maison ou pas? Est-ce que je dois m'associer? Est-ce que je dois investir dans telle ou telle affaire? Est-ce que je dois restructurer mon entreprise? Est-ce que je dois licencier? Peu importe. Donc vraiment, des décisions qui sont telles qu'on le sent bien, elles vont engendrer une réorientation de notre vie personnelle, familiale, ou des décisions qui vont être très importantes parce qu'elles vont avoir un impact majeur sur les autres. Et donc évidemment, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, nous sommes dans un monde VUCA, un monde volatile, incertain, uncertain, le U en anglais, complexe, chaotique, ambigu. Et donc prendre ce type de décision, n'est vraiment pas facile, d'autant plus qu'il y a beaucoup de peur derrière tout cela. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager une erreur qu'il est fondamental d'éviter si on veut vraiment prendre la bonne décision. Vous êtes prêts? Eh bien, allons-y. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors bien entendu, prendre des décisions qui sont à fort enjeu émotionnel, qui sont complexes, qui sont importantes à nos yeux, ce n'est pas évident. Et nous avons parfois tendance à prendre des décisions comme ça sous le coup de l'émotion, ou en pensant que, ou en se disant, tiens, c'est mon intuition, méfiance par rapport à cela. Ou alors, nous retardons la décision, ou nous procrastinons, ou nous laissons aux autres décider. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de peur. La peur d'être critiqué, la peur de mal faire, la peur d'échouer, la peur aussi de s'engager. Parce que lorsqu'on s'engage dans une voie, dans un projet, cela implique de laisser tomber d'autres projets qui nous tiennent également à cœur. Ou par exemple, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois, où par exemple on est dans un dilemme, c'est-à-dire que l'on doit choisir entre deux possibilités, on fait des inconvénients, avantages, inconvénients de chaque alternative, et ok, on se dit finalement la solution A me paraît la meilleure. Quelques heures après, on se dit non, finalement c'est la solution B. Ok, la journée se passe, on va dormir, et puis le lendemain matin on se dit mais non, finalement, c'est la solution A. Et puis quelques heures après, mais non, c'est la solution B. Donc, finalement, on tourne en rond, on ne prend pas de décision, ou même si on prend une décision, il y a quelque chose qui fait que finalement, ce n'est peut-être pas celle-là. Et donc, on se prend la tête. Et finalement, on a un beau mal de tête. Alors, je dirais que tout ça, c'est tout à fait normal, ce type de réaction, parce que notre éducation, notamment, nous a appris que d'une part, l'échec c'est pas bon, qu'il faut être le meilleur possible, qu'il faut être parfait, qu'il faut tout contrôler, attention au regard des autres. Finalement, on nous apprend à être conforme, à respecter les règles, les normes, il ne faut pas s'en écarter. Et finalement, on nous apprend à prendre des décisions qui sont raisonnées et raisonnables, qui ne sortent pas forcément des sentiers battus. Vous vous rendez bien compte que tout ça fait que nous prenons des décisions biaisées. Alors le message que je veux vous donner ici, c'est que la plus grande erreur que l'on fait, et j'avoue que je dois vraiment être très vigilant lorsqu'aujourd'hui je prends encore des décisions importantes dans ma vie, ou même dans le cadre de mon travail professionnel, c'est de prendre des décisions uniquement avec son mental, uniquement avec sa tête. Je vais dire ça comme ça. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'on est dans une société où finalement on plébiscite encore l'intelligence intellectuelle. Donc l'erreur à éviter, c'est de prendre des décisions uniquement avec son intelligence intellectuelle. Parce qu'en réalité, il y a une autre intelligence qui est beaucoup plus grande que l'intelligence intellectuelle et qui est l'intelligence émotionnelle. Et donc l'invitation que je vais vous faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de prendre des décisions avec votre ressenti. Avant d'aller un peu plus loin, mais je pense qu'il est très important de comprendre le fonctionnement de notre être et aussi d'éviter certains pièges. Donc, je vous invite vraiment à m'écouter jusqu'au bout et je vous donnerai un petit exercice à la fin, très pratico-pratique, qui va vous permettre justement d'adopter une position mentale qui va vous permettre de vous assurer de prendre la bonne décision, quelle que soit sa complexité. Et pour cela, je voudrais me baser sur l'approche neurocognitive et comportementale des neurosciences. Elle nous dit que notre être
est constitué de différents centres de gouvernance, différents centres de décision, dont le but finalement est de nous protéger. Parce que, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos précédentes, notre cerveau, il n'est pas là pour nous rendre heureux. Notre cerveau, il est là pour nous protéger. Il est très important, quand on prend des décisions, quand on fait des choix dans son quotidien, de bien identifier dans quel centre, dans quel siège on se trouve, parce que les résultats risquent d'être totalement différents. Alors je m'explique. Nous avons 4 centres de décision, mais pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur 3 d'entre eux. Le premier centre, c'est ce qu'on appelle le centre reptilien, qui est apparenté au cerveau reptilien. C'est le cerveau qui est apparu en tout premier lieu il y a 400 millions d'années. Donc c'est un cerveau qui est très ancien. Et son but, c'est très clair, c'est d'assurer notre survie individuelle, c'est d'assurer notre intégrité physique. Et il le fait comment? Eh bien, en s'assurant que nos besoins physiologiques sont satisfaits. Boire, manger, garder la température de notre corps à un niveau raisonnable, se reposer, etc., etc. Donc c'est lui qui va nous donner des signaux, des ressentis corporels lorsqu'on aura besoin de manger, de boire, etc. Il se met également en alerte et génère du stress quand il perçoit un prédateur. Et donc il va activer 3 stratégies de survie qui sont la lutte, le combat et l'inhibition d'action. Imaginez par exemple, vous vous prenez quelque part en pleine campagne, en pleine montagne, vous tombez nez à nez avec un loup, un prédateur. Mais qu'est-ce qui se passe? Première chose, c'est que vous allez prendre vos jambes à votre cou pour fuir. Si la fuite n'est pas possible, il faudra combattre et espérer évidemment gagner pour survivre. Mais il y a également une autre stratégie de survie qui est l'inhibition de l'action. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsque ni la fuite et ni le combat sont possibles, le reptilien va désactiver des fonctions vitales et faire en sorte que nous paraissions comme morts. Le but étant que le prédateur se désintéresse de sa proie. Vous l'aurez compris, c'est un centre qui est tout à fait instinctif et qui ne passe pas du tout par la pensée. Dans ces cas-là, on n'a pas du tout le temps de penser. C'est d'ailleurs grâce à ce centre-là que lorsque vous posez votre main sur une plaque de fer rouge, vous la retirez instantanément. Le deuxième centre, c'est le centre du mental. Le centre du mental, pour ceux qui s'y connaissent un peu en neurosciences, il est situé dans une partie du cerveau limbique et dans une partie du néocortex. C'est le siège des émotions. En fait, c'est la gouvernance émotionnelle, c'est le siège de l'intellect, de notre intelligence intellectuelle. C'est le siège du langage, de la réflexion logique, de la pensée, de l'analyse. C'est un siège qui est le premier siège de l'apprentissage. Il a une neuroplasticité de dingue. C'est à partir de ce centre-là que nous faisons de grands apprentissages. Et ces apprentissages-là débouchent sur des habitudes. Aujourd'hui, c'est grâce à ce centre-là qu'on peut conduire une voiture, écouter la radio, parler à quelqu'un, changer de vitesse, finalement d'une manière tout à fait automatique, et je dirais même inconsciente. C'est le centre de l'ego. J'aime, j'aime pas. C'est bon, c'est pas bon. Punition, récompense. Le mental va faire des associations entre les apprentissages qu'il fait et le résultat de ces apprentissages. Par exemple, si on lui a appris, et c'est le cas dans notre culture occidentale, mais que l'échec n'est pas bon, eh bien il va associer échec à punition. C'est un siège qui est donc totalement automatique et conditionné. Le mental, il ne peut gérer, et ça c'est extrêmement important, écoutez-moi bien, le mental, il ne peut gérer que ce qui est simple et que ce qui est connu. Or, nous vivons dans quel monde? Un monde VUCA, un monde incertain et un monde où le changement est permanent, où l'inconnu est en permanence. Et c'est ça le drame de notre fonctionnement. C'est que le mental, lui, il veut nous protéger et c'est lui qui veut prendre le contrôle. Et en prenant le contrôle, eh bien en fait il fait pire que mieux. Mais j'en reparlerai. Pour qu'il fonctionne, il a besoin de règles, il a besoin de normes, il a besoin de croyances, il a besoin d'hypothèses. Et quand la situation est un peu trop complexe, eh bien il doit la découper en petits morceaux pour comprendre chaque petit morceau, puisqu'il ne sait gérer que le simple et le connu. Il est donc dans l'analyse. Le troisième centre de décision, c'est le siège de l'intelligence supérieure. C'est ce qu'on appelle le centre adaptatif, qui est hébergé dans le cortex préfrontal, préfrontal parce qu'il se situe juste ici au niveau du front. C'est le siège de l'intuition, c'est le siège de l'innovation, c'est le siège de la créativité, c'est le siège de la flexibilité, de l'agilité, qui sont des compétences essentielles aujourd'hui dans le monde du management. C'est le siège de l'intelligence émotionnelle. C'est lui qui a une position d'observateur. Il a cette capacité de recréer la réalité en temps réel. Il sait exactement ce qui est bon pour nous. C'est le siège aussi de notre inconscient. On pourrait dire de l'âme, du cœur. Lui, il gère l'inconnu et le complexe. Pour vous donner une petite idée, c'est un peu comme si le mental, qui est en fait le moi conscient,
pouvait gérer jusqu'à 2000 bits par seconde d'informations et l'intelligence supérieure 400 milliards de bits par seconde. Ou, une autre analogie que je prends dans mon e-book, c'est comme si le mental, c'était un petit Lego de quelques centimètres de hauteur, 3-4 cm, et que l'intelligence supérieure, notre inconscient, eh bien, était l'équivalent du mont Everest, de plus de 8000 mètres d'altitude. Donc vous l'aurez compris, quand on doit prendre comme ça des décisions complexes, qui sont à fort enjeu, qui sont très importants pour nous, eh bien en fait il faut privilégier la prise de décision à partir de l'intelligence supérieure qu'à partir de notre mental. Un autre point aussi qu'il est très important de réaliser, c'est que le mental, c'est le siège de toutes nos pensées, quand on est dans nos pensées continuellement. Quand par exemple nous voulons avoir raison, quand par exemple nous n'acceptons pas l'idée de l'échec, quand nous sommes dépendants quelque part du regard des autres, que nous n'aimons pas d'être critiqués. Et donc, quand nous sommes dans le mental, nous nous coupons totalement de notre intelligence supérieure, qui elle, est la petite voix, qui s'exprime sans mots, qui s'exprime juste par des flashs, par des ressentis, et qui elle, n'a qu'une seule possibilité de se faire entendre, parce que elle a une vision d'ensemble et elle capte des éléments d'information que le mental ne peut pas capter. Eh bien, c'est de contacter le reptilien pour lui dire « Écoute, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le mental, il est en train de tourner en rond, ou il est en train de se faire un cinéma, ou il est en train de vouloir prendre le contrôle d'une manière tout à fait inappropriée. Et donc, je te demande de donner du stress pour attirer l'attention. » Et donc, quand nous sommes stressés, en réalité, cela vient de notre intelligence supérieure qui nous informe qu'il y a un réalignement intérieur à faire. Je vous ai expliqué tout cela pour que vous ayez bien conscience que nous avons différents centres de décision, parce que le premier constat que fait les neurosciences, c'est que 98% de nos choix, 98% de nos choix sont totalement inconscients, automatiques et conditionnés. Des choix dont nous n'avons même pas conscience. En fait, notre cerveau choisit d'abord et nous avons conscience quelques millisecondes plus tard. Et en fait, ces 98%, ces 98% de choix sont faits à partir du mental et du reptilien. Et les 2% restants, ce sont des choix que nous faisons d'une manière consciente quand, par exemple, nous devons prendre des décisions importantes. Mais là encore, la grande majorité sont des décisions qui sont prises à partir du mental. Parce que, encore une fois, c'est lui qui veut prendre le contrôle sur l'intelligence supérieure. Le deuxième constat, c'est que ce sont toujours les sièges qui sont apparus en premier lieu qui prennent automatiquement le pas sur les autres lorsqu'ils sont activés. Quand nous sommes dans le stress, c'est donc le reptilien qui s'active. Eh bien lui, il parasite, il est capable d'inhiber totalement les sièges supérieurs qui sont le mental et encore pire, le siège de l'intelligence supérieure. Quand nous sommes stressés, nous ne sommes plus capables de prendre une décision, de faire des choix, de raisonner avec discernement. C'est aussi le cas lorsque nous sommes trop dans le mental, lorsque nous commençons à tourner en rond. On commence à être le nez dans le guidon et nous perdons nos facultés cognitives. Nous ne sommes plus capables de raisonner avec lucidité, même si nous pensons que nous en sommes capables. Idem, quand nous sommes dans des émotions qui sont fortes, qu'on appelle des émotions polarisées, la peur, la colère, la tristesse, mais également lorsque nous sommes dans l'euphorie, dans l'excitation, dans le coup de foudre, nous ne sommes pas dans l'intelligence supérieure, nous restons dans le mental. Parce que lorsque nous avons des émotions comme ça qui sont polarisées, l'une ne va pas sans l'autre. L'excitation va amener inévitablement des émotions désagréables et l'inverse. Et nous sommes dans des émotions polarisées lorsque finalement nous percevons la réalité d'une manière erronée. Lorsque nous faisons un film, lorsque nous nous focalisons uniquement sur le positif ou uniquement lorsque nous nous focalisons sur le négatif. Donc quand nous sommes dans des émotions polarisées, nous nous coupons de notre intuition. Donc, vous l'aurez compris, la bonne décision apporte la sérénité. C'est une décision qui va nous être guidée par notre intelligence supérieure, qui elle est capable de comprendre en temps réel ce qui se passe dans notre environnement et au fond de nous. Et donc, l'invitation ici, c'est d'utiliser l'intelligence du stress et l'intelligence émotionnelle pour nous guider dans nos choix. Parce que quand nous ne sommes pas dans la sérénité et que nous sommes dans les émotions polarisées, c'est parce qu'en fait notre inconscient, notre intelligence supérieure est en train de nous avertir qu'il y a quelque chose qu'il faut reconsidérer. Et pas forcément, il ne faut pas forcément changer la situation extérieure, mais en réalité il faut changer le regard que nous portons sur notre situation. Donc l'invitation est de prendre une grande respiration, ralentir, stop et se reposer les bonnes questions. Alors attention, parce que
on peut vite se fourvoyer quand on dit que la bonne décision apporte la sérénité. Parce qu'il ne s'agit pas de lutter contre le stress, ni lutter contre les émotions, parce qu'on lutterait contre nous-mêmes. Et c'est un peu comme si nous étions à ce moment-là dans les sables mouvants, où nous voudrions nous extirper de ces sables mouvants, et en fait on s'agite et on fait pire que mieux. Je vous ai également dit que, attention aux émotions très fortes, agréables, parce que ces émotions-là nous aveuglent. Ce que je vous invite à faire, c'est quoi? C'est constamment de retrouver la neutralité émotionnelle, c'est-à-dire à retrouver ce centrage, cet ancrage, pour justement être à l'écoute de notre ressenti, pour pouvoir faire la distinction entre des émotions qui proviennent du mental et les émotions qui proviennent de l'intelligence supérieure. Parce que la bonne décision, c'est une décision qui effectivement apporte la sérénité, mais qui apporte surtout l'alignement intérieur, c'est-à-dire une décision durant laquelle nous ne sommes pas stressés et durant laquelle nous avons accepté, nous avons transcendé nos différentes peurs. Parce que finalement, le reptilien, il s'active quand? Quand nous sommes dans la peur de l'inconnu, quand nous avons peur de l'inconnu. Le mental, il ne lâche pas prise quand il a peur de l'échec, quand il a peur de la réussite. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de la réussite. Lorsque nous sommes dans la peur d'être critiqués, la peur de perdre la face, la peur du regard des autres, lorsque nous voulons atteindre un objectif qui est important pour nous, mais que nous ne voulons rien perdre, parce que tout ça c'est impossible. Le mental ne peut pas comprendre, en tout cas parce qu'on ne lui a pas appris, que l'échec et la réussite sont les deux faces d'une même pièce, qui est l'expérience. D'ailleurs, c'était Nelson Mandela qui disait « Dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends ». Le mental, on ne lui a pas appris, on ne lui a pas fait prendre conscience que quand on veut se fixer un objectif, quand on veut atteindre quelque chose, quand on veut prendre quelque chose, automatiquement, on doit lâcher quelque chose d'autre. Il y a toujours un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est aussi le fait de changer soi-même. Et donc l'invitation ici, c'est, pour faire appel à son intelligence supérieure, c'est de faire en sorte que les deux sièges, les deux centres du dessous soient totalement rassurés. Pas de stress et lâcher prise et se détacher de notre ego. Lâcher prise sur toutes nos croyances, tous nos conditionnements familiaux, religieux, socioculturels, transcender nos différentes peurs et de se dire « Ok, je sens que c'est la bonne décision pour moi, je sens qu'il y a un certain alignement, mais en même temps, j'accepte l'idée de l'échec. J'accepte l'idée que je risque d'être critiqué parce que j'aurais pris une décision qui ne serait pas conforme à la règle ou parce que d'autres personnes ne veulent pas qu'on prenne cette décision-là, avoir transcendé la peur de changer même. Parce que finalement, et je fais une petite parenthèse, c'est quoi le leadership? Un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend une décision, qui est sa décision et non pas celle des autres, et qui accepte la critique d'autrui. Mais c'est quelqu'un qui également, lorsqu'il va prendre une décision, va se dire « Ok, je sens que c'est cette décision-là, mais si les choses ne se déroulent pas comme prévu, si j'échoue, si je suis critiqué, eh bien ce sera ok, également pour moi. » Vous avez compris? Il est donc important de s'extirper du mental et du reptilien pour favoriser l'intelligence supérieure. Mais rappelez-vous, l'intelligence supérieure, c'est notre observateur. C'est lui qui a une vision d'ensemble. Eh bien moi, ce que je vous invite à faire, c'est au quotidien, pour vous reconnecter avec votre intelligence supérieure et commencer à être plus dans votre ressenti, c'est de vous mettre en position d'observateur. Et lorsque vous sentez du stress, lorsque vous ressentez des émotions, de vous poser la question « Comment est-ce que je me sens actuellement ?» Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Si j'ai des tensions, où sont situées ces tensions? Donc, quels sont mes ressentis corporels? Est-ce que j'ai une boule à la gorge? Est-ce que j'ai un nœud à l'estomac? Est-ce que je ressens des tensions? Et si oui, où sont-elles situées? Quelles sont les émotions qui y sont associées? Est-ce que je suis dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, dans l'irritation, dans l'anxiété, dans la culpabilité, dans la honte, ou dans l'euphorie, dans l'excitation? Et qu'est-ce que cela veut dire? Quels sont les messages que chaque émotion me transmet? Parce que je vous rappelle encore une fois que le stress et les émotions proviennent de notre intelligence supérieure qui veut nous avertir qu'il est temps de nous réaligner, qu'il est temps de reconsidérer la situation. C'est le temps aussi de se dire, mais tiens, finalement, quelle est mon intention dans tout cela? Est-ce que mon intention est saine? C'est-à-dire, est-ce que je suis dans le cœur? Est-ce que je suis dans l'ouverture? Est-ce que je suis dans la gratitude, dans le partage, dans le don? Ou plutôt, est-ce que je suis dans la peur, dans le manque? Quand on prend des décisions, il y a toujours une intention au préalable, qui soit consciente ou pas, et ce que l'on va retrouver à la fin, c'est toujours notre intention. Et ça m'amène finalement à une réflexion un peu plus philosophique, qui est peut-être un paradoxe dans tout ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'il y a vraiment une bonne décision? Puisqu'à partir du moment où nous nous plaçons au niveau de l'intelligence supérieure, ça veut dire que nous prenons conscience qu'en réalité,
tout est apprentissage et que justement, l'échec va nous permettre de grandir. Et le but de la vie, c'est de grandir finalement. Qu'en fait, il est impossible d'être certain de prendre la bonne décision. Qu'en réalité, on ne peut pas innover, on ne peut pas être créatif si on se base sur le connu. Et donc on doit aller vers l'inconnu. Et donc il faut s'engager. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on transcende les peurs comment? Par l'action. Parce que c'est en agissant que l'on va diluer toute l'énergie de la peur. Et c'est en prenant la décision et c'est en s'engageant dans une certaine voie que finalement on va se rendre compte si c'était vraiment la bonne décision. En réalité, pour moi, à un moment donné, quand on a considéré tous les choix possibles et quand on sent qu'il y a un choix qui nous paraît mieux, parce qu'on a un ressenti plus apaisé, il faut s'engager. Mais par contre, il est fondamental de recorriger en permanence. Et on ne peut corriger en permanence que si on se met en position d'observateur et si on se pose continuellement les questions que je vous ai données. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Quel est mon ressenti corporel? Quelles sont mes émotions qui sont associées? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Est-ce que mon intention est toujours saine? Et donc de se poser les bonnes questions. Et puis à un moment donné, une fois qu'on a lâché prise, une fois qu'on s'est détaché de notre ego, eh bien, de s'engager en toute confiance. Et finalement, le stress et les émotions sont notre boussole qui va nous guider au quotidien, puisque même lorsque nous allons nous engager, nous devrons faire des choix. Eh bien, ces choix vont nous être guidés par notre intuition, mais pour ça, il faut retrouver notre neutralité émotionnelle, et pour cela, il faut se mettre en position d'observateur. Et finalement, plus je réfléchis, et plus je me dis que la bonne décision est évidemment certes celle qui apporte une certaine sérénité, mais c'est une décision qui fait sens pour nous, qui est en accord avec nos valeurs profondes, qui est en accord avec la personne que l'on veut devenir, qui nous inspire, qui est pour notre plus grand bien et pour tous ceux qui sont concernés, qui est encore une fois dans le don, le partage, dans la gratitude, mais c'est également une solution, une décision pour laquelle on aura considéré un plan B, voire un plan C, parce qu'il ne s'agit pas non plus de foncer tête baissée. Même si effectivement notre intention, notre intuition nous souffle que c'est la bonne décision. Il n'empêche qu'on devra se préparer quand même, préparer nos arrières et assurer notre sécurité en cas d'échec. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vous propose de méditer sur tout ça et encore une fois de pratiquer au quotidien ce petit exercice. Et n'oubliez pas, ce qui est très important, c'est de ne plus considérer le stress comme étant un ennemi, ni nos émotions, même si elles sont désagréables, mais comme des indicateurs de notre propre évolution. Je vous informe que je suis l'auteur d'un livre électronique, d'un e-book qui s'intitule « Et si le management avait besoin d'un réalignement ?» Je vous donne plein de trucs et astuces pour développer votre posture de manager leader. Et mettez-moi des commentaires en dessous de cette vidéo si celle-ci vous a inspiré, si elle vous a interpellé. Eh bien, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.